La situation actuelle de l'économie mondiale ressemble dans sa dynamique à celle des années 30, déclenchée par la crise boursière de 1929. Dans son livre Tragédie et espoir, publié en 1966, le célèbre historien américain Carroll Quigley avance le concept de l'écart déflationniste qui caractérise l'excédent d'épargne sur l'investissement générant l'insuffisance de pouvoir d'achat dans le système économique. C'est selon la méthode choisie pour résoudre la question de l'écart déflationniste que le professeur Quigley arrive à démontrer le lien entre les crises économiques et les deux guerres mondiales du XXe siècle. En effet, entre la destruction de biens, l'abaissement de l'offre de biens ou l'augmentation de l'offre de pouvoir d'achat et la production de biens qui n'entrent pas sur le marché pour réduire l'écart déflationniste, la meilleure solution consiste en réalité dans des investissements publics, dans des biens d'équipement productif qui augmentent la richesse nationale et le niveau de vie, selon Quigley. Cette démarche est farouchement rejetée par les intérêts privés, financiers et bancaires en tête. Aussi, à défaut, les pays occidentaux semblent préférer augmenter les dépenses militaires pour combler l'écart déflationniste comme dans les années 30. Ainsi, le mardi 4 mars à Bruxelles, quelques heures seulement après la décision de Donald Trump de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, Ursula von der Leyen a présenté un plan explicitant les futures dépenses européennes en matière de défense, sur fond donc de la nouvelle situation autour du conflit en Ukraine, dont l'issue fait l'objet d'âpres discussions entre la Russie et les États-Unis et actuellement entre Américains et Ukrainiens, toujours à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, pour contrer les menaces qui pèsent sur l'intégrité du continent et muscler la défense des États européens, la Commission a annoncé le lancement du plan Réarmer l'Europe qui mobiliserait près de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts. Le plan envisage de suspendre durant 4 ans les dépenses de défense, des critères et des règles du pacte de stabilité et de croissance, permettant ainsi une flexibilité budgétaire. C'est dans ce contexte, alors que la dette publique française vient de dépasser les 300 milliards d'euros et sa dette globale, en y incluant la part hors bilan, est près de 7 000 milliards d'euros, qu'Emmanuel Macron a tenu mercredi 5 mars au soir lors d'une intervention télévisée, des propos extrêmement belliqueux à l'égard de la Russie, s'engageant sans faille dans la même voie que celle tracée par Ursula von der Leyen. Jusqu'où ira cette folie guerrière des Européens? La ponction de l'épargne des citoyens européens, notamment français, pour financer le réarmement est-elle inéluctable vu l'état abyssal de l'endettement des pays européens? À quoi s'attendre donc sur le plan social interne, mais aussi sur le plan géopolitique mondial? Pour parler de tous ces enjeux majeurs pour le futur proche de l'économie et de la paix en Europe et dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir via Zoom Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour cher Kamal et bonjour chers auditeurs. Euh, donc, euh, alors, dans un post publié récemment sur X, France Info écrit: parmi les pistes pour augmenter le budget de la défense européenne, l'idée de puiser dans l'épargne des Français est défendue par certains parlementaires. Et je crois que c'était hier aussi qu'il y a le ministre des Finances qui a annoncé que c'était presque acté et qu'il ferait des annonces ou des déclarations solennelles le 20 mars. Alors, avec plus de 6 000 milliards d'euros, soit 2 fois la dette de l'État, le montant global de l'épargne des Français a de quoi faire rêver le gouvernement, et les citoyens européens et les épargnants pourraient bien être les payeurs, soit par la ponction plus ou moins acceptée de leur épargne, soit par l'inflation qui résulterait probablement d'une relance de la planche à billets, si tant est que les gouvernements n'arrivent pas justement à trouver l'argent. Alors, ou bien soit les deux à la fois, le scénario le plus probable.
Alors, Renaud Bouchard, utiliser l'argument de la guerre n'est-il pas extrêmement malsain vu qu'il met en avant une obligation patriotique alors qu'il n'y a pas de danger russe avéré? Et rappelons à ce titre que le régime des réquisitions a été rénové dans la loi de programmation militaire de 2024-2030, votée en juillet 2023. La question est une question qui est gravissime. Euh, Chercher de l'argent pour financer une guerre est une folie absolue. J'écoutais ce matin sur un site intitulé Tocsin un officier supérieur, il s'agit du général Georges Lain, qui explique avec toute la prudence et surtout toute la science militaire qu'il peut avoir, comment un pays comme la France, en réalité, n'était absolument pas en mesure, à l'heure actuelle, c'est quand même un général qui parle, de mener quoi que ce soit comme conflit. Et il répondait en fait à une question très simple, savoir s'il y avait encore la possibilité de commander une armée en France. Alors bien sûr, avec euh, toutes les nuances qu'il apportait à sa réponse, il expliquait que techniquement, les officiers étaient tout à fait en mesure de remplir les missions de commandement qui étaient les leurs, mais tout le problème est en réalité de savoir avec quoi, avec quelles munitions, avec quel armement et avec quel financement. Et nous avons là actuellement, avec des propos qui sont à la fois des propos discordants, qui sont, je n'hésite pas à le dire ici, en écoutant la locution du président de la République, M. Emmanuel Macron, ce sont les propos de ce que je qualifierais ceux d'un homme en désordre, en grave désordre mental. On a affaire à quelqu'un qui manifestement est totalement hors sol et a une vision de la géopolitique, de la géostratégie, comme de l'économie politique ou l'économie financière de son pays, qui est totalement décalquée. Vous citiez aussi la présidente, qui n'est pas élue d'ailleurs, Madame van der Mhm. Leyen, qui abondait encore tout à fait récemment en se référant à la loi de programmation militaire que vous avez évoquée à tout instant. C'est très bien de faire une guerre. Faut-il encore en avoir les raisons et en avoir les moyens? En ce qui concerne les raisons, elles sont totalement fallacieuses. Elles sont totalement stupides. Beaucoup d'hommes politiques en France, et parmi eux, je pense par exemple à Monsieur Dupont-Aignan, mais ce sont des propos que je ressens et que je partage aussi avec aussi beaucoup de gens, considèrent que non seulement la Russie n'a pas du tout l'intention d'envahir quoi que ce soit, comment dire, en Europe occidentale, mais surtout, elle a tout à fait d'autres objectifs, comment dire, des objectifs qui sont beaucoup plus sérieux que ceux de pousser beaucoup plus avant, en fait, un conflit dont elle est en train de se retirer d'une manière ou d'une autre, qui est celui, en fait, de la guerre en Europe et de la guerre en Ukraine, qui, de toute façon, va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce qu'en fait, dans le monde entier, avec deux Mhm. dirigeants qui sont Monsieur Trump et Monsieur Poutine, il a été décidé de mettre un terme comment dire, à ce désastre militaire et ce désastre humain. Ce que l'on voit, par exemple, de la guerre en Ukraine, c'est une guerre civile entre populations slaves, entre populations sœurs. Euh, je connais des Ukrainiens, je connais des Russes qui sont absolument catastrophés par ce qui s'est passé. Les destructions, les... Bon, ça, on connaît, on va parvenir sur cette situation-là. Sur le financement lui-même de la guerre, les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres, en fait, où vous avez des dirigeants européens qui ont écouté, pour reprendre, vous savez, l'image de la, comment dire, la firme Marconi, la voix de son maître, avec ce petit chien tout blanc là qui regarde un peu étonné avec le gramophone, la voix qui avait été, comment dire, enregistrée. C'est exactement la même chose. On a sorti un chiffre, 800 milliards d'euros, mais pourquoi pas, le papier ne refuse pas l'encre, hein. On aurait pu dire 1000 milliards d'euros, on pourrait dire, enfin, c'est du grand n'importe quoi pour reprendre une expression courante. 800 milliards d'euros en allant les trouver comment? En allant chercher l'épargne des Français. Je pense que les Français n'ont pas encore complètement réalisé ce qui va leur tomber en fait sur le dos. Euh,
La guerre est quelque chose d'assez lointain. Ils savent Mm. qu'elle est à 1500, 2000 kilomètres d'ici. Ils ne la voient pas. Ils n'ont pas encore, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a eu, dans les années 1920, un ouvrage qui avait été publié par un auteur très célèbre à l'époque qui s'appelait Gabriel Chevalier et Mhm. qui était intitulé La peur. C'est un homme qui avait été, comment dire, qui a fait la guerre. Il en est ressorti vivant, entier, pas blessé. Il était entré à l'âge de 18 ans en 1914. Il en est ressorti en 1918 et on lui pose la question, mais qu'avez-vous tout ressenti? Est-ce que vous étiez un véritable patriote et tout? Il a dit non, il n'y a qu'une seule chose que je ressentais tous les jours, à chaque heure de ma vie, c'était la peur. Et les gens, en fait, ne savent pas ce que c'est. Pour entendre des Russes, pour entendre des Ukrainiens qui ont été, qui sont encore sur le, comment dire, le théâtre d'opération, ils n'ont qu'une seule idée, en fait, en réalité, c'est que ça s'arrête. Absolument. Alors sur le fond lui-même, l'épargne elle-même de ces comment dire comment dire des Français ou l'épargne européenne, le grand fonds qui va être lancé, tout ça c'est totalement artificiel. Mais ça repose sur quelque chose qui est comment dire qui est extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, on a affaire à un comportement général qui est dans les discours de Monsieur Lavrov, par exemple, c'est parfaitement analysé. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe occidentale n'a plus aucune connaissance, aucune pratique, aucune mesure du respect des règles diplomatiques, tout simplement, et tout simplement du légalisme du droit international. Il n'y a pas que l'épargne qui est, comment dire, des Français qui va, comment dire, qui va être fléchée, pour reprendre une expression, pour pouvoir financer, comment dire, ces dépenses militaires. Non, il y a beaucoup plus important que ça. Il y a aussi une opération de hold-up, une opération de vol, tout simplement, qui sont ces fameux avoirs russes qui ont été gelés. Alors, Mhm. on a par exemple les propos, par exemple, de l'actuel ministre des Finances en France qui se dit que peut-être il faudrait peut-être un petit peu nuancer, il faudrait peut-être un peu prudent, parce qu'en fait, il pense un peu à l'avenir aussi. Il dit, si on commence à voler des avoirs qui ont été gelés, eh bien, il est tout à fait probable que le monde entier n'ira plus du tout investir en Europe. Et il aura Ça, raison. On ouais. ne travaille pas avec des voleurs. Voilà. Et je dis bien qu'il s'agit de vol. Il s'agit en fait de spoliation absolue. Cet argent ne nous appartient pas. Cet argent, en fait, appartient par exemple à la Fédération de Russie, à tous les placements qui ont été faits. Voilà. Mais comme l'épargne des Français n'appartient pas aux dirigeants français, n'appartient pas à des dirigeants européens. Alors j'attends de voir, je suis un peu dans l'expectative. Quand on lit, par exemple, le programme de la loi de programmation militaire, j'ai fini de la relire ce matin, c'était assez long, le programme est parfaitement déterminé. On voit exactement tout ce qui va se passer et tout ce qui est prévu. C'est en fait Absolument. un dispositif de réquisition générale. Le papier est une Humain, chose, humain, argent et matériel. exactement, surtout. Et en fait, on s'affranchit totalement de ce qui peut être la différence entre une réquisition d'ordre purement militaire pour l'effort de la nation. Mais la France n'est pas attaquée, la France n'est pas en guerre, et l'Union européenne n'est pas en guerre. On a simplement des bellicistes, des gens qui n'écoutent. Quand vous voyez par exemple la dernière réunion qui a été faite où le président de la République français a entendu et reçu les chefs d'état-major tout autour de lui, quand on voit les autres réunions qu'il a pu constituer, il manquait quand même pas mal d'Européens. J'aurais beaucoup aimé entendre les positions de Monsieur Fico, les propositions de Monsieur Viktor Orban aussi, mais on se garde bien d'inviter ces gens-là, puisqu'ils risqueraient en réalité de créer un grand désordre dans la réunion. Donc en fait, je ne suis pas inquiet, je suis très réaliste, mais rien n'est joué. Voilà. D'accord. Allez-y, 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 allez-y. Terminez votre Non, ma réflexion. réponse, je ne pourrais, enfin, le reste, je veux dire, n'a pas lieu d'être développé ici parce qu'en fait, nous sommes en fait sur une radio. J'essaye de répondre du mieux que je puisse à la question que vous me posez. Le reste serait peut-être mériterait d'autres développements, d'autres réflexions. Voilà. Mais je crois que bon, vous avez le fond de ma pensée là-dessus. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un peu le fond des choses. Et là, je sollicite votre position d'économiste et qui connaît très bien la situation. Alors, on a la désindustrialisation des pays occidentaux montre à quel point justement l'Occident global est déclassé face aux puissances de l'Eurasie, dont notamment la Russie et la Chine. En tout cas, la Russie, en tout cas, au moins pour le complexe
militaro-industriel de ce Et c'est que exact. il peut produire. Alors, mais c'est le cas de la France aussi bien en Europe, aussi bien en Europe que dans le monde. Et je me concentre sur la France parce que le plus belliciste dans tout le groupe, c'est évidemment Emmanuel Macron. Alors, ce phénomène qui n'est pas nouveau a commencé lors de la crise de 1974 et ne s'est jamais arrêté depuis, faisant de la France le pays européen le plus désindustrialisé des 50 dernières années. Et là, je parle sous votre contrôle, Renaud Bouchard. Alors, si en 1972, la part de l'industrie manufacturière française dans le PIB était de 19%, alors en 2020, elle était déjà de 9%, et il en est de même pour la part des emplois du secteur industriel, 37,4% en 1982 et seulement 13,3% en 2020. Alors, une question est simple. Si tant est que l'argent est mobilisé, tu vois, un claquement de doigts, abracadabra, et ils sont arrivés à sortir les 800 milliards de leur chapeau. Est-ce que la mobilisation des fonds suffira-t-elle justement à refaire hélico presto une industrie de défense française et européenne pour soutenir l'Ukraine à faire face à la Russie. Parce qu'il s'agit là, quand on les écoute, c'est un danger imminent, c'est tout de suite, c'est 2 jours, 3 jours. euh, Parce que tel que c'est présenté dans les médias, on a l'impression que une fois qu'on a l'argent, paf, tout de suite, on a les missiles, on a les chars, il y a une traduction sans transition, je ne comprends pas, vers les capacités militaires. Renaud Vous Bouchard. savez, je vais vous répondre sur cette question-là. En fait, ce que vous mettez en filigrane, c'est la mise en place en fait d'une industrie de guerre et d'une économie de guerre. Et j'ai un de mes excellents amis qui d'ailleurs a encore parlé aujourd'hui, qui n'est autre que l'économiste Jacques Sapir, qui connaît très bien la Russie, qui connaît très bien les États-Unis et qui a écrit des choses, des textes, des analyses extrêmement percutantes justement sur l'économie de guerre. Et récemment encore, nous avions une conversation ensemble où je lui posais la question, je lui demandais, mais Jacques, est-ce que vous ne pensez pas que dans les seuls pays qui ont réussi en fait à développer des économies de guerre, euh, il y a eu la Russie et il y a eu les États-Unis. Alors la Russie, oui, bien sûr, il a répondu. Il dit bien évidemment, parce qu'en fait, ça a toujours été une société militarisée et on voit avec Mhm, quel prix, quels efforts et quelle réussite, en fait, quand la Russie s'est mise en place après, a lancé sa véritable économie de guerre après l'opération Barbarossa en 1942, comment dire, la situation militaire sur le terrain était déjà renversée. Mais mhm, l'effort de guerre a continué. A continué de manière absolument extraordinaire jusqu'à la victoire finale de la Grande Guerre patriotique. En mhm, face, dans le camp allemand, la production militaire aussi, c'est ce qu'explique en fait Adam Tooze dans un ouvrage, c'est un historien britannique, un ouvrage intitulé The Wages of Destruction, c'est-à-dire en fait le salaire de la destruction. On voit comment toute la production industrielle allemande a augmenté et ne s'est pas arrêtée jusqu'à la fin de la guerre. Puis à la fin, ça s'était complètement terminé. Mais à quel prix? Ben, tout simplement celui d'un pays totalement ruiné. Pour ce qui est des États-Unis, ça a été aussi un effort de guerre extrêmement important, mais qui avait commencé d'une manière un petit peu particulière. Les États-Unis sont entrés en guerre très tardivement, c'est après Pearl Harbor. Mais mhm, c'était déjà en fait une énorme puissance industrielle. Et c'est une puissance industrielle en fait qui a tiré les avantages de ces efforts de guerre, bien sûr quand elle s'est vraiment lancée dans le conflit, mais tout avait déjà été commencé avant, avec par exemple le New Deal de Roosevelt, qui a été un échec. On ne le sait pas. Mais le New Deal de Roosevelt a commencé à donner comment dire, à donner ses fruits au lendemain de la guerre. C'est l'Amérique de Eisenhower, c'est l'Amérique des années 1960, c'est l'Amérique telle qu'on la connaît avec justement en fait un niveau de vie très important. Mais il aura mhm. fallu tout simplement 30 ans pour ça. Alors en ce D'accord. qui concerne la réussite d'une économie de guerre, en France, par exemple, on ne sait pas ce que c'est qu'une économie de guerre. Il y a longtemps, en réalité, que toutes les structures industrielles ont été, et tous les feux de la croissance, en réalité, tous les moteurs de la croissance ont été éteints les uns après les autres.
On ne se relance pas comme ça. En Russie, par exemple, il aura fallu 20 ans pour pouvoir réarmer complètement le pays. Quand on lit la loi de programmation militaire française, on voit qu'en réalité, c'est un programme sur 10, 15 ans qui est mis en place. Mais faut-il encore avoir les hommes? On les a. Faut-il encore avoir les moyens? Il va falloir les trouver. Faut-il encore avoir la volonté? Mais pour qui se bat la France en réalité? Pour elle-même? Essayez de poser la question à tout le monde, à tous les citoyens français tout autour de vous. Est-ce que vous accepteriez d'être le dernier soldat français à mourir pour l'Ukraine? La réponse est unanime, ça va être un non définitif. Pourquoi? Parce que cette guerre-là n'est pas la nôtre. Quand on parle de, comment dire, enfin, dire qu'en fait qu'il s'agit d'une guerre qui puisse être la vôtre ou ne pas être la Mhm. vôtre, j'allais dire, c'est un propos qui est peut-être pas très intelligent de ma part. Mais enfin bon, en réalité, tout le monde s'est compris. Mais quand on voit la présentation qui est faite, par exemple, où d'un côté, avec le président de la République, l'air sombre, son costume noir, en train de dire d'un côté. La Russie est déjà à Strasbourg, tremblez, population. Et puis, de l'autre côté, vous écoutez à la radio en dire, ah non, mais la Russie, mais de toute façon, vous vous rendez compte, un pays de 140 millions d'habitants qui n'arrive pas à mater une nation de 40 millions d'habitants, la Russie est perdue, ils n'ont pas du tout d'armement, ils n'ont rien du tout. J'invite en fait tous vos auditeurs, tous vos lecteurs à aller regarder des sites comme le site Strategica, par exemple. Vous verrez exactement quel est l'état de l'armement comment dire, qui est actuellement utilisé. Vous verrez les percées technologiques qui ont été faites en Chine, en Russie, par rapport à l'état de délabrement général que l'on peut avoir en Occident. Ce qu'a Mhm. montré en réalité la guerre de l'OTAN, parce que c'est une guerre de l'OTAN, c'est qu'en fait, en réalité, l'OTAN est totalement à l'os. Un peu comme, j'allais dire, avec du matériel d'armement qui est totalement inopérant. On a aidé l'Ukraine d'une certaine manière en envoyant quoi? En envoyant en fait des engins qui sont déjà totalement déclassés. Les fameux Mirage 2000, par exemple, qui sont actuellement en Ukraine, ce sont des avions qui sont vieux de 40 ans. Voilà. Mhm. Ça ne vaut strictement rien, ce matériel-là. En fait, on ne sait pas du tout pourquoi on aide ces malheureux. C'est une guerre qui doit être arrêtée de manière immédiate, pour une raison D'accord. très simple. Nous n'avons pas les moyens de la, comment dire, de la financer. Et il n'y a même plus le patrimoine industriel, le savoir-faire comment dire, qui était en France jusqu'à présent. Comment dire, la firme Manurin a été vendue. Comment dire, les sociétés, comment dire, de fabrication d'armements légers sont entièrement à reconstruire. On ne privilégie en réalité, parce qu'il y a aussi quand même des percées technologiques qui sont extrêmement importantes, je n'ai ni la possibilité ni le droit de vous les exposer ici. Euh, Faut-il encore derrière avoir une population qui soit en mesure de comprendre pourquoi on voudrait la mobiliser? Bien Et sûr. là, je crois on est dans un grand vide. Même les soldats, même les soldats, on peut pas envoyer des centaines de milliers de gens se battre pour une cause dont ils ne sont pas convaincus. Un Mais bien, soldat, bien, il a besoin de croire à sa cause. mais bien Sinon, évidemment. sinon il jettera son arme dès la première. Non, ils ne jetteront pas leurs armes, mais je crois que tout simplement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Quoi qu'on voit des retournements de situation, vous savez, où, j'allais dire, il est très facile de lancer un pays en guerre comment dire, en faisant état d'un attentat sous faux drapeau. L'histoire a montré toutes ces choses-là, hein, que ce soit par exemple la catastrophe du Lusitania, que ce soit, bon, ça, ce sont des. Mais vous savez, l'historien australien Clark a montré dans un livre intitulé Les Somnambules comment la guerre de 1914 s'est enclenchée, mais en quelques jours. Or, Ouais, ouais, personne ne la voulait et personne n'y croyait. Mais enfin, ça s'est terminé avec 20 millions de morts à la sortie. ouais, Voilà. ouais. Et là, actuellement, je ne suis pas sûr en réalité que la mise en place psychologique, la mobilisation en fait de tout un pays pour un conflit qui en réalité est mené en France, je le dis bien, de manière cachée, de manière honteuse. Il faut simplement que vous alliez voir un site internet très intéressant. C'est un Canadien qui le tient. Il s'appelle Jess Gill.
il fait à peu près 2 à 3 interventions par jour, avec des sources d'informations et de renseignements qui sont extrêmement précises. Et on voit les pertes qui sont subies actuellement par les troupes de l'OTAN, par les mercenaires, par les conseillers qui sont sur place. Mhm, Vous mhm. avez des officiers français qui sont détachés, qui sont là. Il y en a quelques-uns, en fait, qui viennent semble-t-il, par exemple, les fameux pilotes de l'armée de l'air, là, qui sont pour pouvoir servir les avions Mirage, qui viennent de trouver la mort, là, cette nuit ou la nuit dernière, dans un hôtel qui les abritait et qui a été bombardé. Ça, ce sont des choses que vous n'entendez absolument pas sur les radios ou sur les télévisions françaises. Essayez de s'informer, comme on le fait, j'allais dire, sans aller regarder ce qu'il y a dans les coulisses, mais c'est de l'eau tiède que vous n'avez aucune information. D'accord. C'est, Bien. Alors, oui. une dernière question, et je crois que c'est une question qui concerne surtout les citoyens français pour cette première partie. Alors, une partie de la population française, j'aimerais bien que les gens, c'est-à-dire qu'on le montre, parce que justement, si l'on envisage de ponctionner leur épargne, il y a lieu quand même de dire comment allait la situation et pourquoi non seulement ce n'est pas logique politiquement, mais c'est même immoral de le Mais faire. c'est immoral. Ouais. Alors, une partie de la population française est désormais persuadée, justement, que ses enfants vivront moins bien qu'elle. Et on a l'évolution du PIB par tête de la France par rapport à celui de ses voisins sur 2 décennies, illustre justement ce décrochage et ce pessimisme social qui s'est un peu introduit dans les esprits. Alors, en 2000, justement, la richesse par habitant était supérieure de 15% à la moyenne européenne d'après les statistiques d'Eurostat. L'écart est tombé à 10% en 2010 et il est aujourd'hui totalement comblé. Donc il y a un recul qui est énorme. Alors le plus inquiétant est que le PIB par tête est aujourd'hui inférieur à la moyenne européenne dans 11 régions, des 13 régions que compte l'Hexagone, contre 3 seulement en 2000. Alors nous n'avons pas besoin de desserter longtemps. Alors pourquoi ces investissements publics prévus pour la défense ne sont-ils pas utilisés dans des biens d'équipement productif qui augmentent la richesse nationale et le niveau de vie? Pourquoi on fait le choix de la guerre alors, comme vous disiez, c'est une guerre qui ne concerne pas les Français? Mais c'est une guerre qui ne concerne pas non plus les Européens telle qu'elle est conçue actuellement. Euh, Moi, j'appelle de tous mes voeux, je vais vous dire, aussi bien après la disparition du pacte de Varsovie, la disparition tout simplement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une vieille relique géopolitique qui n'a plus du tout sa place maintenant. Vous avez actuellement des dirigeants européens qui sont totalement déconnectés comment dire, des nations qui sont censés en fait représenter ou dont ils sont censés défendre les intérêts. En réalité, cette folie guerrière que nous voyons actuellement ne repose que sur un détournement, une espèce de hold-up international où il s'agit en fait pour combler ou participer à un effort de guerre, tel que je le vois, tel que je le comprends, je ne suis pas le premier à avoir donné cette analyse-là. euh, L'armement qui va être acheté, très probablement, c'est un armement américain. Ce ne sera pas du tout un armement européen. Et pourtant, que vous alliez en Pologne, en Allemagne, en Italie, en Finlande, en Norvège, en France et tout, de l'armement, on sait en fabriquer et d'excellente qualité, hein. Il suffit simplement de regarder les foires internationales pour voir en fait les matériels qui sont exposés. Le reste, je pense que s'il y avait tout simplement, et les propos que je vais tenir sont assez précis et graves, c'est tout simplement en fait un changement d'équipe gouvernementale, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle française, qui permettrait d'affecter de manière intelligente, pour peu que vous puissiez expliquer aux populations, les gens ne sont pas du tout idiots, qu'avec une très grande partie de leur épargne, pas la mobilisation complète de leur épargne, s'il s'agissait tout simplement de reconstruire un pays, car là actuellement tout est à Absolument, refaire en France. absolument.
je pense que les gens accepteraient et marcheraient avec un enthousiasme réel. Pourquoi? Ça commence tout simplement par une rémunération des comptes bancaires, voilà. Commence tout simplement par un changement total de fiscalité, voilà. Permettrait en fait de comprendre, comment dire, de faire comprendre à des gens qu'à partir du moment où ils vont investir 1 euro, ils vont en recevoir 5 en retour. C'est tout simplement, moi, ce que j'adorerais faire personnellement, c'est de faire comprendre que il s'agit en fait d'enrichir la population et de permettre aux gens de Absolument. s'enrichir. L'idée étant que si vous enrichissez votre pays. Et si vous enrichissez votre pays, il va vous enrichir en retour. Donc Mhm. c'est vraiment une question de politique. Vous avez ma réponse, hein, cher Kamal. D'accord. Donc, j'aimerais maintenant qu'on continue un peu sur justement ces capacités militaires de l'OTAN et cette dissension, disons, entre États-Unis et Europe et sur ce qu'elle pourrait déboucher. Alors, en tenant, en tenant son discours martial à la télévision française, Emmanuel Macron a tout de suite écarté l'idée de se retirer de l'OTAN, aussi bien pour lui, c'est-à-dire pour la France et pour les autres pays, et de tourner le dos aux États-Unis tout en affirmant ironiquement vouloir une indépendance militaire et stratégique à l'Europe. Alors, en effet, Donald Trump a exhorté de nombreuses fois les États membres de l'OTAN à augmenter les budgets à hauteur de 5% du PIB. Et nous avons en 2023 et 2024, en plus des États-Unis, donc, qui ont contribué à hauteur de 15,88% à l'OTAN, c'est-à-dire moins, beaucoup moins qu'un ne le faisait avant. Les principaux contributeurs donc, de l'Union européenne étaient l'Allemagne, avec une participation identique à celle des États-Unis, c'est-à-dire 15,88%. La France, 10,19%, l'Italie, 8,53% et l'Espagne, 5,82%. Et nous avons les autres États membres ont tous une quote-part inférieure à 5% du budget, voire à 1% le plus souvent. Alors, Renaud Bouchard, dans ce cas, où les Européens, justement, trouveront-ils l'argent pour financer leur plan de réarmement tout en honorant leur participation à l'OTAN? Parce que, selon ce que dit Macron, ils vont rester dans l'OTAN, un OTAN qui est dominé par les États-Unis, qui demande une augmentation du budget à 5 et des participations à quote-part de 5% du PIB. Et in fine, comment il s'agit, comme il s'agit de faire vite, les Européens achèteront-ils en réalité leurs armes aux Américains qui fournissent déjà les 2 tiers des besoins de l'Europe? Et je me permettez-moi, franchement, est-ce que tout ça est sérieux? Non, non, c'est absolument pas sérieux. Euh, On revient sur ce que vous expliquiez, ce dont nous parlions tout à l'heure. Il va falloir trouver de l'argent. Alors on va aller le chercher dans la poche des citoyens européens. Je demande à voir. D'abord, parce qu'entre obtenir un assentiment et contraindre les gens, j'allais dire, ce sont deux méthodes qui sont un peu difficiles. Je ne sais pas du tout comment elles pourront réussir et devenir effectives et efficaces dans la réalité. Je crains qu'il y ait des pleurs et des grincements de dents. Sur le fond, euh, il y a eu une déclaration qui a été faite par des dirigeants européens, aussi bien des Allemands que par exemple, Madame van der Leyen aussi, où on a expliqué que pour assurer cet effort financier, dans cet effort de guerre, de réarmement de l'Europe, entre guillemets, eh bien, on allait s'affranchir des règles prudentielles qui, jusqu'à présent, étaient plus ou moins bien respectées, avec plus ou moins d'efficacité et de bonheur par les pays européens. Ça va être en fait une sorte de quoi qu'il en coûte, revu à une autre sauce. Euh, je pense que
Je pense que ça va finir par coincer tout ça. Je n'ai pas de vision à court terme, si ce n'est qu'en fait, au moment où vous avez en fait un délabrement général des, comment dire, des industries, une situation financière qui est extrêmement complexe, je ne vois pas comment on va encore pouvoir s'affranchir en fait de règles prudentielles, faire en sorte que c'est un peu, vous savez, c'est comme si dans une famille vous disiez, eh bien voilà, pour participer à comment dire, une compétition sportive, au lieu d'avoir une alimentation avec des protéines, de la viande, enfin une alimentation normale, eh bien on allait décider de se nourrir avec un biscuit et de l'eau minérale. Je pense qu'en fait le résultat va pas être au rendez-vous là. Euh, non, je ne vois pas exactement. Je pense que ça va, je pense que Mhm. pour prendre une expression courante, ça va coincer quelque part. Et mon avis, c'est déjà en train de coincer très sérieusement. D'accord. Alors, par rapport à ça, j'aimerais bien aussi qu'on jette un coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique pour voir justement, parce que il y a la presse occidentale qui accuse les États-Unis ou enfin l'administration Trump de faire le jeu de l'élite européenne munichoise qui a cédé la Tchécoslovaquie à Hitler. Donc, on essaie de faire ressembler ça un peu et dire que si les États-Unis abandonnaient l'Ukraine, c'est un peu ce que les Européens ont fait lors de la réunion de Munich. Mais même si c'est pas le cas, est-ce que les Américains ont vraiment les moyens de continuer? Alors, par rapport à ça, les États-Unis qui auparavant donc avaient contribué à la plus importante avait la contribution la plus importante au sein de l'OTAN, contribue désormais donc à la hauteur des Allemands. Et dans ce contexte, il me semble qu'il est très utile de rappeler que le montant de la dette fédérale américaine est de près de 36 600 milliards de dollars. Aussi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 102 428 milliards, 1428 milliards de dollars, c'est-à-dire soit près de 400% du PIB américain, qui s'est établi à 29 000 milliards, 29 168 milliards de dollars en 2024, soit à peu près 97% du PIB mondial. Et si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse qui sont également des dettes, on arrive à plus de 308 000 milliards de dollars, soit 1200% du PIB et près de 288% du PIB mondial. En 2024, le PIB US de la production manufacturière, j'aimerais bien aussi le rappeler, était de près de 2402 milliards de dollars contre près de 17 000 milliards dans les services. Donc, on a la plus grande puissance sur laquelle les Européens comptent. Son PIB industriel, il est de 2402 milliards, alors que la dette d'État, elle est 36 600, la dette globale, elle est 100 000. Euh, donc, la comparaison, il y a une comparaison qui est un peu... enfin, alors, l'économie américaine, Renaud Bouchard, est confrontée à divers déséquilibres structurels, c'est clair. Quand on voit ça, le PIB Évident. industriel et le PIB agricole, c'est évident, qui menace sa stabilité à long terme. Alors, entre la volatilité des marchés financiers, la surconsommation, une inflation persistante, un déséquilibre entre production et consommation, ainsi que l'instabilité du marché obligataire à cause de tout ça, comment l'administration en place pourrait-elle rétablir la situation? Et puis dans ce cas-là, quid de la relation États-Unis-Europe et de ces chamailleries pour dire qui doit faire quoi, qui lâche qui, et ainsi de suite. Alors moi, je vois trois points, quatre points. Le premier, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, d'un point de vue stratégique ou autre, l'Europe n'intéresse plus les États-Unis. Ils sont occupés par tout à fait autre chose. C'est le grand lac Pacifique avec la entre guillemets le problème ou la menace chinoise. Donc en fait, la question européenne, d'un point de vue géopolitique, militaire, va se trouver réglée d'une manière ou d'une autre. Ça, elle va l'être.
Sur le plan économique, avec les chiffres astronomiques que vous énonciez à l'instant, euh, il y a un moment donné, c'est un peu le grand principe scientifique de l'homéostasie, quoi. Il y a un moment donné, on va retrouver un équilibre. Ça peut se faire de manière simple ou ça peut se faire de manière violente. Pour le moment, euh, pour le moment, je vois pas tellement comment ça peut se passer. On voit simplement, j'allais dire, un transfert énorme de capitaux européens et d'industries européennes qui vont vers la nouvelle terre promise des États-Unis, avec des usines, l'économie allemande, par exemple, j'allais dire, est très extrêmement intéressée par ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, vraiment, ce sont des grands transferts. Tout ça au préjudice, en fait, de, comment dire, de l'Europe et des pays européens. Pour le reste, financièrement, c'est le troisième point. Je pense qu'à un moment donné, on est en train de voir se mettre en place de nouvelles structures par exemple, des monnaies banques centrales, des crypto-monnaies, Mhm, une espèce de réification en réalité comment dire, du dollar par rapport à ce que comment dire, les BRICS sont en train de mettre en place comme structure financière. Je pense qu'à un moment donné, il est possible là, je pense pas trop me tromper là-dessus, hein. C'est une espèce je n'ai pas les éléments, en fait, pour pouvoir vraiment le justifier, mais il y a un moment donné où on change de monnaie parce que celle qui, comment dire, actuellement, qui a cours légal, ne fonctionne plus. On va passer sur autre chose. C'est-à-dire qu'on va recréer un autre système financier. Les États-Unis n'ont pas le choix. Ils peuvent pas faire autrement. De toute façon, c'est un pays qui est tellement endetté que je ne vois même pas comment on peut continuer indéfiniment à se lancer dans j'allais dire, dans comment dire, une course à l'armement ou une restructuration comment dire, du complexe militaro-industriel. Ça va continuer à fonctionner, mais sur des bases totalement différentes. En revanche, pour la population, les populations américaines de base, que les populations européennes, là, pour le moment, on est un petit peu j'allais dire, on est encore un peu sur un petit nuage rose. Trump a promis des choses, il est en train d'en réaliser d'autres. On verra. Il y a, par exemple, la grande position qui a été établie par le président des États-Unis dans un de ses premiers décrets avec l'augmentation des tarifs douaniers. Euh, c'est un peu le retour au Moyen Âge, tout ça. Non, c'est pas vraiment retour au Moyen Âge, parce que même au Moyen Âge, ça fonctionnait. Mais on sait par exemple que les économies qui tournent en autarcie ne fonctionnent pas. Même si par Mhm, exemple elles peuvent avoir de très grands marchés intérieurs. Il y a un mhm. moment donné où vous êtes quand même obligé de commercer avec les voisins, quoi. Il y a des économies d'échelle, comment dire, des tarifs préférentiels. En fait, c'est pas pour rien qu'on avait mis en place en réalité une organisation mondiale du commerce. Bon, évidemment, tout ça, c'est un petit peu dérivé parce que il s'agissait en fait de servir des intérêts particuliers par rapport à des intérêts généraux. Mais il y a un moment donné où, si vous faites des tarifs douaniers qui sont absolument extraordinaires, vous finissez par scier la branche sur laquelle vous êtes assis, quoi, et vous tombez. Donc tout ça, je pense que ça va être des réajustements intérieurs. Les prochaines semaines, en réalité, vont nous montrer ça. On aura l'occasion d'en reparler, là, hein. Je pense qu'il y a, euh, pour reprendre, vous savez, la phrase du sage dans le film Star Wars, je sens un grand trouble dans la force en ce moment. Vous Voilà. voyez? Voilà. Ouais. Alors, j'aimerais que aussi vous faire réagir sur quelques mesures qui ont été prises par Donald Trump et ses collaborateurs dans son administration. Alors, justement, pour arriver, comme il le dit, à relancer la machine économique et financière des États-Unis, l'administration s'appuie sur trois leviers stratégiques. D'abord, elle intervient sur le marché obligataire en ajustant l'émission de bons du Trésor en influençant les taux d'intérêt pour stabiliser le système financier, comme il y a beaucoup de banques actuellement depuis BAL 3 qui ont dans leur fonds les obligations d'État comme fonds de garantie. Alors ensuite, cette nouvelle politique impose aussi des tarifs douaniers, comme vous voulez de le dire, pour freiner l'importation de biens et services étrangers et ainsi, selon lui, encourager la consommation de produits locaux. Et enfin, un autre levier de cette politique consiste à affaiblir le dollar
dans le but d'améliorer les conditions d'échange et de favoriser la production intérieure plutôt que l'accumulation de dollars à l'étranger qui stimule la surconsommation et creuse le déficit commercial. Alors, Renaud Bouchard, cette politique amorcera-t-il une transition qui se déroulera de manière contrôlée ou déclenchera-t-elle une instabilité plus profonde, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde, du moment que le reste du monde dépend aussi du dollar? Et dans ce cas, quelle serait la situation de l'Europe où les gouvernements font sauter les dernières contraintes budgétaires pour financer le réarmement? Bah, je vais commencer par l'Europe tout de suite, hein. Faire sauter les contraintes budgétaires, j'allais dire, il faut une discipline dans une politique économique, dans l'usage d'une monnaie, dans l'émission d'une monnaie, je pense par exemple, là je vais aller très loin. Je pense qu'en fait, on va arriver à des réajustements nationaux simplement parce qu'en fait, il va y avoir des craquements structurels à l'intérieur du pays. J'allais dire, ça fait des années, par exemple, qu'on dit que l'euro est une catastrophe. Il y a eu un moment donné, en fait, l'euro, c'est de monnaie unique à monnaie commune. En fait, on est passé à un système d'appauvrissement général. Voilà. Et en fait, c'est un habit qui gêne tout le monde. Hein, on va très probablement retrouver autre chose. Je pense qu'on va retrouver autre chose, simplement parce qu'en fait, il est en train de se définir, et là je fais en fait un grand détour. Euh, Retournons aux États-Unis, les politiques financières américaines, nationales ou même internationales, ne sont en fait destinées qu'à servir les intérêts des États-Unis. Mais il y a tout un autre monde qui a émergé, qui est celui, qui est un monde en fait en constitution, et en constitution extrêmement rapide, on revient toujours sur le même sujet, qui est celui des BRICS, justement. Et là, on a d'autres approches qui sont totalement différentes. Vous avez par exemple des pays qui louvoient de manière assez subtile, et de manière assez intelligente, comme l'Arabie saoudite, par exemple. Qui est toujours lié, bien sûr, au grand allié américain, mais qui commence à commercialiser aussi avec d'autres structures, justement avec la Fédération de Russie. Vous avez en fait tous les pays asiatiques qui observent ça avec beaucoup d'intérêt aussi. On utilise encore le dollar, mais on va peut-être utiliser tout à fait autre chose. Dans le panier de monnaie qui se met en place avec les BRICS, à mon avis, on va voir apparaître des systèmes de paiement, des systèmes financiers qu'on n'imagine pas encore vraiment opérationnels, mais qui pourtant sont là. Vous voyez, j'ai par exemple travaillé pendant un bon moment sur, comment dire, les perspectives des fonds souverains, par exemple. Ça, c'est comment dire, ils sont devenus très discrets à l'heure actuelle, mais ils sont là, plus puissants que jamais, en fait, en réalité. Alors, Mhm. ils utilisent effectivement des instruments financiers, ils utilisent des monnaies et autres, mais bon, il s'agit, vous savez, j'ai comment dire, toujours eu une grande approche à propos justement des fonds souverains. C'est pas tout de devenir riche encore, il faut-il savoir le rester. Ça, c'est très compliqué, ça. Et alors donc, en fait, chacun va jouer ses propres intérêts. L'Europe, à mon avis, elle est un tout petit peu coincée pour le moment. J'allais dire, elle a une politique financière, une politique économique qui ne sont pas les bonnes et qui vont. Vous savez qu'à l'intérieur de l'Union européenne, peut-être vos auditeurs ne le savent pas, mais tout le monde n'utilise pas l'euro, hein. Quand vous allez comment dire, en République tchèque, par exemple, bon, ben, on, je vais dire, on est très content de pas être Dans avec l'euro. cette monnaie officielle, hein. Voilà. Donc, je pense que c'est du pilotage à vue, hein, cher Kamal. Mhm. Et pour les Américains, donc, par rapport à ça, à part ce Ah bah, qu'il a annoncé quoi? les Américains, par rapport à ça, on a quand même, j'allais dire, avec la nouvelle équipe présidentielle, comment dire, autour de Trump, je ne les vois pas, j'allais dire, renonçant à, comment dire, un système de puissance qui est encore extrêmement solide, vaillant et qui ne saurait être contesté par les vassaux, hein. Mhm. Là, je pense qu'en fait, on pourrait être à la veille d'assister à une guerre monétaire extrêmement rapide, hein. Et à mon avis, elle ne tournerait peut-être pas à l'avantage des États-Unis comme on pourrait le penser, hein. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord.
Alors, une dernière question, Renaud Bouchard. Aux États-Unis, l'inflation pourrait repartir à la hausse selon pas mal d'experts en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement suite aux décisions de Trump. Mais pour l'Europe, la situation est encore plus critique. En plus de ces tensions sur l'offre, elle devra affronter une montée en flèche des taux d'intérêt, un facteur supplémentaire de pression inflationniste aussi. Euh, et puis, on a le risque d'aggravation de la stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique associée à une inflation euh, qui devient, qui pourrait devenir un danger majeur, donc menaçant à la fois la croissance, la stabilité budgétaire et le pouvoir d'achat des Européens. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est ça qui provoque la nouvelle hausse vertigineuse de l'or, du prix de l'or? Est-ce que ces craintes-là qu'on voit le prix de l'or ne cesse d'exploser et certains disent même qu'il pourrait d'ici quelques semaines dépasser même les 3 000 $ l'once, c'est-à-dire de 32 grammes à peu près. Et pourquoi, la question moi qui me taraude tout le temps, pourquoi les Européens n'arrivent pas à voir dans la coopération avec les pays des BRICS, comme la Russie et la Russie déjà qui pourrait fournir les matières premières et l'énergie à bon marché, pourquoi ils n'arrivent pas à voir dans ça une porte de sortie à leur crise majeure? Ah, ben ça, c'est une question cardinale. Bravo. Il faut, bien sûr qu'il faut la poser. Je pense que ça tient tout simplement à, comment dire, à la mentalité des équipes gouvernementales que vous avez en Europe en général et en France en particulier. Vous avez des gens, moi j'en connais personnellement, même des amis extrêmement proches. À partir du moment où vous commencez à parler de géopolitique et de Russie, vous avez l'impression que l'image est en train de se brouiller. On parle plus de la même chose. Il y a quelque chose de bizarre dans le regard, vous voyez. Hein, alors comment dire, la poutinophobie, enfin tout ce qu'on peut sortir comme ânerie, comme imbécilité, voilà. Mais en réalité, c'est parce qu'en fait, les esprits sont totalement formatés. Mais ce sont des choses qui, à mon avis, sont quand même en train de changer. Vous avez par exemple une partie du patronat allemand qui a compris qu'à un moment donné, à partir du moment où il y avait plus du tout les alimentations en gaz avec les, comment dire, les tubes de Nord Stream, par exemple, et bien que ça pouvait pas durer des années. Moi, je pense qu'à un moment donné, on va revenir sur mais avec un changement d'équipe gouvernementale. Hein. J'ai publié très Mhm, récemment, enfin même comment dire hier après-midi, un article sur la tribune qui s'appelle Agoravox. Voilà, mhm. vous Oui. avez qu'à regarder, elle est sous mon nom. Hein. J'invite même tous les auditeurs à aller regarder ça. C'est extrêmement facile. C'est qu'en fait, on se rend compte que dans l'espèce de guerre hybride moderne qui est en train de se mettre en place, il ne peut y avoir qu'un changement d'homme, de mentalité, de système de pensée pour pouvoir repenser toute autre chose. Et alors l'ouverture, pour répondre à votre question, nous sommes en Europe heureusement condamnés à nous rapprocher des BRICS. Les BRICS, c'est l'avenir. Voilà. Vous pouvez pas faire un peu comme, vous savez, cette blague où à un moment donné, quand l'Angleterre était toute puissante et qu'il y avait du brouillard sur l'Angleterre, on disait le continent européen est isolé. Non, ben c'est pas sérieux. Vous avez les trois quarts de la planète avec les trois quarts de la population, avec les trois quarts des richesses, avec tout ce se trouve en fait en formidable. Vous savez, c'est ce que disait le grand juriste Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes. Mais ça, ce sont des choses on peut pas ignorer. C'est-à-dire Mhm, qu'en fait, nous allons nous réouvrir justement sur les BRICS. Il y a tout un monde nouveau et c'est extraordinaire. C'est le grand défi en fait du 21e siècle. Moi, je suis non pas un optimisme, comment dire, irraisonné. Non, je suis simplement extrêmement réaliste. Il y a un moment donné où les circonstances, les choses vont contraindre les pays européens à se réouvrir à constitue en fait leurs partenaires normaux. Avec peut-être une nuance, c'est que les conditions pour rentrer dans un nouveau club et renouer ses relations vont probablement être un peu différentes de ce qu'en Europe on pourrait imaginer. Voilà. Et c'est-à-dire, Eh bien, tout simplement, faut changer, j'allais dire, on va faut être changer amené. de Ah, ben paradigme. totalement, Mhm, fondamentalement.
D'abord, il va Mhm. falloir repenser un peu nos relations avec d'autres gens, d'autres systèmes de pensée. Vous voulez, euh, vous voulez acheter du pétrole ou du gaz, oui, mais vous savez, les prix sont plus tout à fait les mêmes, les choses étant ce qu'elles sont, c'est sont un peu différemment. Si vous voulez échanger, comment dire, des ambassadeurs, eh ben vous allez rebâtir un système diplomatique en tenant compte aussi des diplomaties et des intérêts personnels des autres pays. Tout ça est un formidable défi, mais qui va être reconstruit. Enfin, je l'espère, mais ça ne peut être fait qu'avec, j'allais dire, de nouvelles forces là qui sont en train d'essayer de surgir actuellement. Je pense ça en France, par exemple. Je ne pense pas du tout aux formations politiques telles que vous les connaissez là actuellement, hein. Mhm. On oublie tout ça. Ça, c'est un monde complètement révolu et qui est en train de glisser très rapidement, dans la poubelle de l'histoire. Non, non, on va passer sur tout à fait autre chose. Et là, je veux dire, c'est un peu. Je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus, justement Mhm. sur le rôle de Monsieur Lavrov comme probablement le nouveau Talleyrand du 21e siècle. Il faut lire et écouter tout ce qui est publié par le ministère des Affaires étrangères russe. Et là, vous allez voir ce qu'est une véritable diplomatie moderne. C'est absolument passionnant. Alors là, je veux dire, c'est le chercheur qui vous parle, hein, c'est, comment Mhm. dire, le politiste, le géopoliticien et tout. Il n'y a absolument aucune, comment dire, aucune teinture j'allais dire, de penchant politique ou autre. C'est pas du tout ça. Je suis simplement comme un entomologiste. Je suis en train d'observer les insectes que j'ai sous les yeux. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a tout un monde qui est en train de se créer et que l'Europe, là, n'arrive pas, avec ses dirigeants actuels, tout simplement à comprendre. Là, il y a un déficit cognitif, là, totalement différent. Il y a qu'à regarder aussi bien en stratégie économique, il n'y a pas de stratégie. En stratégie militaire, il n'y en a pas. En politique tout simple, économique, sociale ou autre, tout ça est actuellement complètement à reconstruire et comment dire, en pleine réflexion, ça. L'Europe n'a Mhm. pas du tout dit son dernier mot, hein. Elle n'est pas du tout en train de disparaître. Elle va se recomposer. Elle est en train de se recomposer, totalement différente. Mais elle va se recomposer avec ses voisins naturels. Et ses voisins naturels, c'est tout simplement l'immense continent qui est à l'est et qui est au sud-est. Il n'y a pas de choix. Et puis celui aussi au sud, puisqu'en fait, vous êtes un peu la voix de l'Afrique. Mhm. 54 pays africains, Mhm. 2 milliards d'hommes très bientôt. Bon, ça, je veux dire, ce sont des choses qui sont à prendre en considération. Vous ne pouvez pas les ignorer, hein. Je répète, je suis extrêmement attentif et optimiste et très confiant sur ce qui est en train de se mettre en place. Donc, juste une dernière remarque. Ce que vous avez décrit, c'est un peu et vous l'appelez de tous vos voeux, justement que les élites politiques sortent du piège de la géopolitique anglaise, de Mackinder, de Speakman, Oui, donc, qui ont piégé tout le monde un piège de guerrier, c'est-à-dire ce qui n'est pas à moi est à mon ennemi, et, et vous appelez justement les gens à faire un sursaut en faisant un peu de politique, en quittant le piège géopolitique et en faisant un peu de politique, c'est-à-dire engendrer de nouvelles idées et regarder les gens, au lieu de regarder ce qu'on peut se voler les uns les autres, peut-être ce qu'on pourrait faire ensemble. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à verdir les déserts ensemble, à aller dans l'espace, à aller... Il y a énormément de choses à faire ensemble et c'est cela qui pourrait justement changer la donne. oui, mais c'est en train de se produire, ça, actuellement. Mhm. Vous avez l'Inde, par exemple, a réussi sa révolution verte. L'Inde est devenue une puissance militaire et spatiale, lance ses satellites. Vous avez d'autres pays, par exemple, qui sont vus avec une image extrêmement défavorable, mais qui, je pense à comment dire, à l'Iran, par exemple,
L'Iran actuellement est dans une passe politique un peu particulière, mais vous savez, l'Iran, c'est deux prix Nobel de physique, c'est une civilisation absolument extraordinaire. Bon, là, ils sont un petit peu coincés là dans une théocratie religieuse, mais ça, c'est pas éternel non plus. Hein. Je pense que il va y avoir des craquements de tous les côtés. Vous avez, euh, vous avez par exemple tout proche de comment dire de l'Europe et de la Russie aussi. La Turquie, par exemple, la Turquie avec cette espèce d'éternel serpent de mer en disant, mais est-ce que la Turquie va entrer dans l'Union européenne? Et ça fait déjà 30 ans qu'elle y est, voilà, elle y est simplement économiquement. On peut plus se séparer d'un pays comme la Turquie, par exemple. Vous allez dans n'importe quel magasin, une grande surface en France, si vous voulez acheter une machine à laver, elle est très Mhm. probablement fabriquée en Turquie, là, actuellement. Mais vous avez aussi du matériel, vous avez de l'armement qui est extrêmement performant. Je vais vous citer l'Iran, mais l'Iran fabrique des avions. La Turquie fabrique des avions, fabrique tout ça, fabrique des tanks. Enfin, bon, il n'y a pas que de l'armement, hein, mais Mhm. ça fait autre chose. Puis vous avez derrière ça, vous avez, comment dire, une population, une jeunesse qui n'a qu'une seule idée. C'est, vous le disiez au tout début de votre entretien, c'est que par rapport à l'Europe qui jusqu'en 1974 vivait très très tranquillement avec des espérances, eh bien, il y a d'autres pays qui savent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et probablement encore meilleur qu'avant-hier. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire revenir en Europe. C'est un peu compliqué parce que l'horizon est un peu sombre là, mais c'est simplement parce que les gens acceptent d'entendre non pas ce qu'ils veulent entendre, mais ils ne réfléchissent pas. Mais il y a un moment donné, il va y avoir tout d'un coup une sorte de déclic qui va se faire et se dire, mais pourquoi ne retrouverions-nous pas justement le goût pour un futur extrêmement prometteur? Je pense que tout ça, ça va revenir. D'accord. Vous avez, euh, vous avez par exemple, je vois de temps en temps, moi je discute avec des gens qui ont eu des itinéraires très particuliers, justement de jeunesse africaine, qui sont venus, pour certains, s'échouer en Europe, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Mais vous avez aussi d'autres gens, je pense, je rencontrais récemment deux jeunes mathématiciens marocains, par exemple, mais qui sont absolument... alors là, faut pas leur parler de pessimisme pour l'avenir, hein, ceux-là, hein. Ils sont extrêmement confiants de ce qui va arriver, de ce qu'ils sont en train de construire, aussi bien pour leur pays d'origine que pour l'Europe ou même les États-Unis où ils vont aller. Ou même actuellement, nous en parlions avec cette autre collègue économiste qui est Madame Hélène Clément-Pittiot, c'est les programmes qui sont offerts par la Russie justement pour pouvoir permettre à des étudiants africains de venir, de venir découvrir tout autre chose à l'intérieur de la Fédération de Russie, et des programmes d'enseignement et autres qui sont ouverts. Ça, c'est tout un monde, et je l'affirme, où en Europe, comme en France, personne n'a idée de ça. Ils ne savent même pas. Non seulement ils ne savent pas, et pire encore, c'est que ça ne les intéresse pas. Et ça, il y a un moment donné où le réel finit par s'imposer à vous. D'accord. Voilà, que vous le vouliez ou non. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Renaud Bouchard, je vous remercie pour tous ces Merci éclairages beaucoup, cher Kamal. et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs. Merci beaucoup.